Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et pour commencer cette rentrée de septembre, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Florian Pithion-Roussillon, qui est entrepreneur dans les médias. Salut Florian. Bonjour Sébastien et merci beaucoup de me recevoir. Écoute, merci beaucoup d'avoir animé pendant tout l'été du coup les questions-réponses que j'ai pu faire sur LinkedIn avec mes petits posts pour présenter un petit peu les questions du podcast. Et comme quoi finalement j'avais raison, puisque du coup ça m'a permis de trouver un nouvel invité. C'est cool, c'était un plaisir pour moi parce que les questions que tu posais concernent des sujets qui me passionnent et que je pratique au quotidien. Donc c'était un plaisir d'avoir ces interactions tout au long du mois d'août. Alors du coup, tu connais un peu les questions du podcast finalement, mais du coup tu as pu préparer, tu as pu faire tes devoirs scolaires d'été pour pouvoir venir dès septembre à l'interview, donc c'est super, donc tu es prêt à partir. Est-ce que tu pourrais avant ça te présenter un petit peu, parce que j'ai dit entrepreneur dans les médias, mais je sais que tu as plein de casquettes, tu fais plein de choses. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu fais ? Effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Moi, j'ai le goût du contact et j'aime embarquer les gens dans une progression collective. Et si on parle côté pro, pour moi, le meilleur carburant de la performance, c'est le plaisir qu'ont les individus à agir et interagir. Donc, moi, je suis très branché soft skills et je suis très attentif à ce qui fait la singularité de chacune et chacun. Et je suis aussi passionné de transmission. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je mobilise cela dans 3 volets d'activité. Je suis entrepreneur dans les médias. Par ailleurs, je suis coach d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Et enfin, je suis intervenant dans des écoles post-bac. En termes d'expertise, j'ai un parcours au croisement du marketing, du digital et du journalisme. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, pour combiner le côté humain et le côté projet, c'est jouer en collectif, jouer en bande pour défricher, concevoir, et ensuite structurer et déployer. Bon, mais super, voilà. Tu as bien mieux expliqué que moi, que si j'avais dû reprendre un petit peu toutes les lignes de ton parcours, mais du coup, c'est clair et c'est net. Alors, comme tu sais, avant d'attaquer la partie parlons de ton mental, puisque c'est ton mental dont on va parler, j'ai pour habitude dans le podcast de cette saison 2 de faire un petit portrait chinois, et si t'es ok, écoute, on va commencer par ça pour te mettre en chauffe. Alors Florian, si tu devais choisir une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi ? Je choisis le jaune orangé parce que c'est une couleur que je trouve très lumineuse et très profonde en même temps. Et c'est d'autant plus notable que moi, je suis pas très visuel, j'ai pas une imagination très très visuelle. Je peux être très créatif par ailleurs, mais voilà, c'est pour le coup, c'est cette couleur-là qui me parle. Quand je la vois, j'ai l'impression que ça m'appelle, j'ai envie d'aller nager dedans. Ok. C'est la première fois qu'un invité, je crois, me sort cette couleur depuis. Je crois que depuis, j'ai jamais eu de orange en fait. Je réfléchis, mais je crois pas. Non, écoute, t'es le premier, number one. Si tu devais être un livre, quel livre serais-tu ? Alors, je serais un roman qui s'appelle L'Homme D, qui est un roman qui est sorti aux États-Unis en 1970 ou 71, qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Luc Reinhardt. Alors, c'est un pseudonyme. Et c'est un livre. Alors, c'est le livre qui m'a fait le plus rire dans ma vie. J'ai ri aux éclats et de nombreuses fois, et je sais que c'est aussi le cas de tous les gens à qui je l'ai offert, parce que je pense que ce bouquin, depuis que je l'ai lu, je l'ai offert 30 fois. Et l'histoire, donc c'est celle d'un psychiatre américain à New York à la fin des années 60, qui, par ennui dans la vie, alors il est très installé dans la vie,
et par ennui un jour décide de jouer ses décisions de vie au dé. C'est-à-dire que pour chaque résultat du dé, donc 6 résultats possibles, il note des options et il lance le dé et il suit le résultat du dé. Et c'est un roman assez... Ça part en aventure burlesque parce qu'évidemment ça met un bazar pas possible dans sa vie. C'est un roman qui nous emmène vers une réflexion qui est en fait assez profonde et d'autant plus efficace qu'elle est amenée par l'humour sur mais qu'est-ce qui fait qu'on donne le sens qu'on donne à nos vies, qu'est-ce qui fait qu'on fait nos vies comme on les fait dans notre monde moderne, etc. Alors c'est un livre qui a 50 ans, mais pour autant qui garde toute sa pertinence avec cette réflexion-là. Voilà, dès lors qu'on remet nos décisions à quelque chose d'autre que nous. Bon, génial. Je l'avais noté déjà, mais je crois que je vais me l'acheter pour le lire, pour moi aussi rire et tenter le dé. On rigole. Ok. Si tu dois choisir un moment de la journée que tu préfères, c'est lequel ? Alors, je sais que ça fait bien de dire le matin parce que c'est le début de la journée, il va se passer plein de choses. Sauf que moi, le matin, je suis complètement zombifié. Donc, je vais parler d'un moment que je découvre depuis pas très longtemps et c'est le confinement qui a amené ça parce qu'évidemment beaucoup de télétravail à la maison. Je me suis mis à faire des petites siestes courtes après le déjeuner de midi. Et c'est des siestes qui durent 10 minutes. Donc vraiment, ça prend pas longtemps. Et l'état dans lequel je me trouve au sortir de ces siestes, je suis boosté, j'ai intégré ce qui s'est passé dans la matinée, j'ai tout digéré et j'ai renouvelé, je dirais, mes ressources en matière de créativité, d'imagination, etc. Donc voilà, le moment de la journée, c'est cette petite phase qui dure quelques minutes au sortir de la sieste où on a l'impression de vivre une nouvelle journée. Ok pour la micro-sieste de début d'après-midi. La micro-sieste. Qui revitalise. Ouais, c'est un peu une micro-sieste, 10 minutes. Mais c'est vrai que c'est efficace. C'est efficace. C'est efficace. Moi qui suis du sud de la France, la micro-sieste, elle est ancrée depuis longtemps là-bas. Okay. C'est culturel. Si tu étais une qualité, laquelle Ouais, c'est ça. Si tu étais une qualité, laquelle choisirais-tu ? L'empathie cognitive, parce que c'est quelque chose qui permet vraiment de nouer des relations de qualité. Alors, c'est pas la seule qualité possible et nécessaire pour ça, mais si je devais en choisir une, c'est celle-là. Si tu étais un animal, quel animal serais-tu ? Eh bien là, je vais répondre comme 80% des gens. Le chat. Pourquoi le chat ? Parce que j'admire sa capacité à être adorable et effronté en même temps. Je trouve ça très très fort. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez remarqué, on supporte pas du tout la même chose venant d'un chien ou venant d'un chat. Un chat qui fait une bêtise, on est là, oh dis donc, Minou, c'est pas gentil tout ça. Et puis 5 minutes après, c'est vas-y, on fait les caresses. Et puis alors qu'un chien, on aurait plus tendance à l'engueuler. Donc je trouve que le chat, pour ça, il est très très fort. Ouais, et puis le chien, il boude plus, non ? Il me semble. Oui. Bah après, il marque, c'est plus direct, c'est plus, le chien est plus lisible. Voilà. Mais moi, je suis fou de chat. Moi. Comme disent les Anglo-Saxons, je suis une cat person. Voilà. J'adore. Ok. Si tu devais choisir un mot, quel mot choisirais-tu ? Je choisirais le mot amour. Parce que plus on s'aime soi-même, et plus on est motivé à se connaître, et donc plus on se connaît, plus on est enclin à apprécier les contacts et les relations avec les autres. Puis l'amour, c'est cool, c'est agréable. Ouais. Si tu devais choisir un objet, quel objet choisirais-tu ? Alors, je choisirais un disque vinyle. Et plus d'un genre musical précis qui est la techno-hardcore, puisque cela fait maintenant plus de 20 ans que je mixe de la techno-hardcore, je suis DJ de techno-hardcore. Et quand j'ai commencé à la fin des années 90, le support unique pour faire ça, c'était le disque vinyle. Voilà. Donc j'en ai un certain nombre chez moi et je suis toujours très très fan de ce format. C'est quelque chose qui m'a énormément appris sur moi-même et sur le rapport aux autres, sur la mise en énergie d'un groupe, cette activité-là. Donc c'est vrai qu'à ce titre, le disque vinyle est pour moi un objet très iconique.
Ah, encore une corde à ton arc, Niji. Je savais pas. Ouais. Allez, une petite dernière. Pour clôturer ce portrait chinois, si tu devais choisir un sport, quel sport choisirais-tu? La natation, parce que alors je sais nager depuis un certain temps, mais j'ai très peu pratiqué dans ma vie à part à l'école. Et en fait, ça fait 1 an que je vais 2 fois par semaine à la piscine pour faire mes longueurs. Alors je suis très sportif par ailleurs, je suis très régulier dans la pratique du sport et la natation c'est encore quelque chose que je découvre jour après jour avec une joie de gamin. Voilà, en ce moment je suis en plein kiff natation. Bon bah super. Bah écoute Florian, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. Eh bien avec plaisir. Et on va attaquer sur du coup la partie plutôt mentale. Et on va commencer par ton parcours. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ton parcours? Alors, moi, j'ai un parcours où j'ai commencé en fait comme journaliste en presse musicale. C'était complètement imprévu. À la fin des études. Donc, je suis entré comme rédacteur à la rédaction d'un mensuel musical qui s'appelle Rock and Folk, qui existe et journal dans lequel je suis entré après avoir envoyé une lettre d'insulte au rédacteur en chef. Donc, concours de circonstances total. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans l'univers de la musique. Et suite à ça, j'ai rejoint en 2000 le Amazon France qui lançait sa filiale française. Et là, j'étais sur un poste plus marketing et donc digital. Et ça, en fait, pourquoi je prends ce temps pour détailler le début de mon parcours, c'est qu'en fait, c'est les 2 piliers de mon parcours, c'est-à-dire d'un côté journalisme, et si j'élargis un tout petit peu tout ce qui va être contenu, production de contenu, donc aussi audiovisuel d'une part, et d'autre part tout ce qui est marketing et digital. Et donc suite à ces expériences-là, j'ai travaillé en agence de com. Là, j'ai appris à concevoir et déployer des opérations pour le compte de clients, donc de marques, sur des opérations à destination de leur public, donc des opérations B2C. Et puis jusqu'au jour où, en 2009, j'ai lancé ma première boîte avec 2 associés, qui était une agence de communication positionnée sur le transmédia. Un petit peu plus tard, 2013, je donne mon premier cours dans une école post-bac qui venait de se lancer. Et ça a été le début d'une très très belle aventure, puisque c'est une école dans laquelle j'ai passé 6 ans, dans laquelle j'ai eu donc d'autres responsabilités, en plus des cours que je donnais, puisque j'ai été responsable pédagogique de la branche marketing, c'est-à-dire que je faisais les programmes et puis j'animais l'équipe d'intervenants, donc c'est-à-dire une vingtaine de personnes. Et ça a été une très très belle aventure. C'est là que j'ai découvert mon goût pour la transmission. C'est aussi une des grandes valeurs ajoutées de cette expérience-là, c'est que ça m'a fait vivre ça et ça m'a permis de l'outiller, c'est-à-dire de manier des outils justement dans un cadre pédagogique pour transmettre. Et puis alors, moi j'étais en tant que prof avec ma casquette de prof, moi j'étais sur des sujets de marketing. Donc t'imagines bien qu'il a fallu être très imaginatif pour passionner des jeunes de 20 ans pour leur parler de marketing. Moi j'adore le marketing, mais à la base c'est pas forcément marrant quoi, tu vois. Donc ça a été une expérience très très intense et toujours et enrichissante. Toujours dans la transmission, un petit peu plus tard en 2017, je suis devenu coach d'entrepreneuses et d'entrepreneurs dans le secteur des médias et de la culture. Et là encore, j'ai pu mobiliser, outiller mon goût pour la transmission. Donc avec d'autres gens, un autre public, entrepreneuses, entrepreneurs. Là, on est entre des gens qui ont entre 25 et 60 ans. En général, première boîte. Et puis avec des parcours très très variés. Donc soit des gens qui viennent déjà de secteurs culturels et qui veulent avoir leur activité à eux, ou soit des gens qui sont en reconversion totale, qui viennent de la banque et qui veulent lancer une appli de curation de contenu pour visiter les musées, tu vois. Voilà pour mon parcours. Et donc aujourd'hui, comme on disait au début, j'ai trois casquettes. Je suis entrepreneur dans les médias, je suis directeur général d'une société de production. Et par ailleurs, donc je suis coach d'entrepreneurs et d'intrapreneurs puisque j'interviens aussi dans des environnements corporate. Et puis, alors je ne suis plus responsable pédagogique. Par contre, j'ai toujours
des activités d'intervenants dans différentes écoles sur des sujets de projet, sur des sujets de pitch, parce que j'interviens sur le sujet du pitch, sur des sujets beaucoup de leadership et de soft skills. C'est un besoin qui apparaît de plus en plus aussi dans les écoles post-bac. Non, effectivement. Bon, super parcours. Avec tout ce que tu viens de me dire, de quoi tu es le plus satisfait avec le recul? Alors avec le recul, ce dont je suis satisfait, c'est finalement d'avoir pu me trouver moi-même, me découvrir moi-même, et sur des sujets et des qualités que je m'ignorais complètement, grâce à des challenges professionnels. Et donc ça m'a appris des choses sur moi, et d'une façon telle qu'aujourd'hui, justement, je peux remobiliser ces apprentissages quand je suis coach ou quand je suis intervenant en école. Si je prends un exemple, moi je suis un grand timide. Bon. Et quand j'ai commencé à travailler en agence de com, je me suis pris un mur. Je te parle d'un mur, c'est un mur au niveau émotionnel, et mental, quand il s'agissait d'aller présenter des projets chez les prospects et les clients. La seule façon à l'époque que j'avais de m'en sortir dans ces moments-là, c'était de lire mot à mot ce que j'avais préparé. Alors c'était une façon de m'en sortir, mais pour autant je me rendais compte que c'était pas une façon satisfaisante, puisque t'imagines bien, tu sollicites l'attention des gens, et puis après, quand tout le monde est assis, on se met à lire comme le cahier quelque part. Mais je n'avais que ça pour me sentir à peu près, je dirais, dans les rails. Et donc j'ai pu travailler là-dessus, j'ai pu dépasser ça. Et plutôt que de vivre ça comme une contrainte en me disant oh là là, il faut que je me force à être meilleur que ça dans l'interaction, je me suis dit tiens, comment je peux faire? Qu'est-ce que j'ai à disposition? Voilà, puisque je ne suis pas que timide. Qu'est-ce que j'ai à disposition pour être autre chose que bafouillant quand je dois présenter des projets? Et c'est comme ça que j'ai pioché dans mon expérience de journaliste musical. Tu sais, quand t'es journaliste musical, on n'attend pas de toi que tu sois objectif et tout ça. On parle de musique, voilà. Et donc, on apprend beaucoup à travailler les formules, tu vois, des choses un petit peu claquantes, etc., pour aller chercher l'attention du lecteur. Et ben, j'ai mobilisé ce bagage-là pour des présentations business. Et ça a été pour moi le début d'un chemin où j'ai commencé à me faire plaisir dans les situations d'interaction, donc dans les situations de pitch. Et j'ai donc vécu comme cela une sorte de victoire à la fois professionnelle et personnelle quand en 2014, dans cette école où je venais d'arriver, on m'a proposé de donner des cours de pitch. Ça a été pour moi une très belle récompense. Et tu continues tes cours de pitch? Ah, je continue. Alors j'ai développé avec l'expérience, etc. Je suis aujourd'hui effectivement coach en pitch. Alors soit j'interviens que sur ce sujet-là, mais en fait plus généralement c'est une casquette, une expertise que je mobilise dans des accompagnements projets. C'est-à-dire que j'interviens sur d'autres sujets avec une équipe ou avec une personne. À un moment se pose la question du pitch, voilà. Et donc c'est effectivement un sujet sur lequel je peux intervenir. Moi je pars toujours des gens. En fait, ce que je propose aux gens pour qu'ils fassent ce chemin-là sur le sujet du pitch, c'est un peu moi ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, ok, on va partir de ce qui fait votre force. On va partir de là où vous vous sentez à l'aise, en éliminant tout de suite quelques clichés de type pour être bon en pitch, il faut être bon en éloquence. C'est pas vrai. Un pitch, c'est pas un concours d'éloquence. Voilà, c'est pas l'idée. Et parce que je dis en fait que pour moi la première qualité de quelqu'un qui pitch, c'est la conviction. Et la conviction, tout le monde en est capable. Donc on va chercher ça, on va chercher cette conviction, cette envie de convaincre. Et à partir de là, moi je vais aller chercher effectivement des outils, des techniques, mais qui vont habiller la conviction de cette personne-là et comment elle a envie de le faire. Pourquoi je précise ça? Parce que parfois les gens avec qui je suis en contact sur ce sujet me disent mais alors est-ce que vous travaillez comme ça, vous allez chercher des techniques de storytelling, de showrunner, de séries américaines, etc., pour construire un suspense et tout?
Non, je vais pas vous imposer ça en fait. Ouais, s'il faut, pourquoi pas, mais c'est très rare. L'idée c'est pas ça. L'idée c'est pas de vous demander de vous conformer à un modèle qui vient de l'extérieur de vous. L'idée c'est de comprendre là où vous vous sentez à l'aise pour ensuite aller habiller ça avec des outils mais qui existent par dizaines. C'est pas l'outil qui fait le pitcher, c'est la personne qui est en fonction de son énergie, etc. Bien sûr du projet, qui me permet moi d'aller chercher tel et tel outil. Et ensuite, en fait, c'est quoi la recette ? C'est répéter, le plus proche possible des conditions du réel. Voilà, c'est que ça en fait. Bah c'est ça. Donc et qu'est-ce qui fait que tu crois dans ce que tu proposes ? Parce qu'en fait, c'est ça qui est contagieux, c'est ça qu'on transmet dans un pitch. Dans un pitch, on est en train d'essayer de convaincre quelqu'un de payer pour quelque chose qui, par définition, au moment où on le pitch, n'existe pas. Donc forcément, on va mobiliser la confiance des gens. Voilà. Et sur quoi ils se basent les gens ? Ils se basent pas sur les slides qu'on est en train de montrer, même s'ils sont très jolis. Ils se basent pas que sur les beaux tableaux Excel qu'on a passé du temps à bien faire, etc. Bien sûr que ça compte, mais le déterminant, il est pas là. Le déterminant, il arrive quand la personne à qui on est en train de pitcher se dit « Ok, la personne que j'ai en face de moi, c'est la personne la mieux classée pour réaliser ce qu'elle est en train de me proposer. » Voilà. Et c'est cette personne-là qui peut régler le problème. J'en suis convaincu. Voilà. Qu'est-ce qui va déclencher cette impression-là, ou en tout cas, qu'est-ce qui va préparer le terrain pour que cette impression se produise ? C'est la confiance. Voilà, c'est la confiance interpersonnelle. Donc, qu'est-ce que tu montres comme envie de bien faire ? Voilà. Et comment tu montres que tu vas être à 200% sur ce projet-là ? Même si tu l'as fait 500 fois avec 500 autres personnes avant, je suis content que tu l'aies bien fait avec 500 autres personnes, mais là, je te parle de mon projet. À moi. Je te demande pas de faire avec moi ce que tu as fait avec l'autre. Voilà. Donc, ouais, comment on construit un périmètre de confiance et comment on emmène la personne dedans. Et chacun avec ses mots. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Moi, je suis assez attaché à la précision du vocabulaire. Et donc, alors pour le coup, en tant que coach en pitch, ouais, parfois, je peux être un tout petit peu regardant pour, par exemple, éliminer les expressions à la mode qui veulent rien dire. Tu vois, où on n'en peut plus les entendre. Je vais prendre un exemple, sortir de sa zone de confort. Please, on n'en peut plus d'entendre ça. Ça veut dire quoi déjà en vrai, sortir de sa zone de confort ? Et puis ensuite, bon, je sors de la zone de confort, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir où je vais, pas là d'où je sors. Et puis on l'a entendu tellement partout. Alors on arrête. Je veux plus le voir, ça. Je veux plus le voir dans les presses, sortir de la zone de confort. Tu le dis pas, tu l'écris pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On va pousser un tout petit peu. On va aller vers le spécifique. Et c'est comme ça que je travaille avec les personnes en disant, tu vas te familiariser à t'entendre dire quelque chose de plus spécifique que ces expressions toutes faites qui traînent partout, qui sont passe-partout, qui veulent un peu tout rien dire, et puis c'est l'eau tiède au maximum. C'est pas avec de l'eau tiède que tu fais signer des bons de commande. Si je te dis rendre possible impossible, est-ce que ça te parle ? Alors ouais, ça fait écho. Comment dire ? Ça fait écho parce que, je vais dire pourquoi ça me fait sourire. Parce que moi j'ai longtemps fonctionné, comment dire, un peu comme tu sais quand tu balances, tu commences au flipper, t'as la bille qui part là et puis qui va taper dans tous les sens. Moi j'ai longtemps fonctionné comme ça, c'est-à-dire je vais aller dans tous les sens, voilà, pour trouver la limite. Et puis quand j'aurai trouvé la limite, ok, je pourrais me dire ok, j'ai compris, machin, voilà ça. Bon. Donc ça voulait dire pour moi un fonctionnement très très à l'énergie, tout à l'énergie, voilà. Et puis aussi à avoir cette espèce de kiff de tiens, une porte se ferme, c'est pas grave, je vais essayer de la rouvrir, elle pourra se fermer 10 fois, je tiendrai bon jusqu'au moment où elle va s'ouvrir la 11e fois. Donc ouais, c'est vrai que comment dire, ça me il y a eu un certain nombre d'épisodes de ma vie professionnelle qui sont arrivés comme ça, où à la fois par énergie et peut-être aussi parfois par inconscience,
il y a des choses qui se sont passées. Bon, aujourd'hui, voilà, il y a aussi un truc qui s'appelle l'expérience et qui amène un petit peu de sagesse. Mais c'est vrai qu'en fait, hein, je trouve que c'est intéressant à un moment de laisser parler et de laisser faire l'audace. En fait, en acceptant l'idée que on peut pas anticiper tout ce qui va se passer, qu'on peut pas contrôler les conséquences de tout ce que ça va déclencher. Voilà, ça c'est sûr. Donc ce qu'on peut juste décider, contrôler, c'est le moment où on se dit ok, là je vais quitter le territoire de toutes les habitudes connues et je vais essayer un truc. Tu vois, j'essaye un truc. Tu vois. Voilà. Ouais, c'est peut-être, mais peut-être qu'effectivement c'est ça relèverait. Si j'essaye de reformuler ce que tu viens de dire pour être sûr qu'on soit aligné là-dessus, c'est que ça, pour moi, ça relève d'une mise en action consciente de la pensée créative. Tu vois, c'est le moment où se présente comme ça, souvent sans qu'on y ait réfléchi au préalable d'ailleurs, l'option et si. Mais et si je faisais ça, tiens. Et si j'essayais ça? Parfois, on le fait en conscience de se lancer dans quelque chose qui est pas dans les habitudes identifiées, connues, mais parfois, on s'en rend même pas compte. Mais genre, et si? Cette charnière-là, t'as à la fois un espèce d'appel d'air, t'as un moment d'adrénaline, et puis, dans les meilleurs moments, tu sais, cet état, alors que certains appellent l'état de flow en anglais, flow où tu sais t'es dans un état de conscience particulier et que tu es particulièrement présent à ce que tu fais, où tout s'enchaîne de manière fluide et harmonieuse, tu vois, et ça déroule et ça déroule et ça déroule. Et certes, tu avances sur la base de tes apprentissages et de tes acquis, mais ce que tu es en train de faire à ce moment-là, il y a une part de nouveauté telle que tu sais que tu es en train de t'avancer dans un territoire jusque-là inconnu, et tu le fais en conscience de manière très très aiguisée, voilà, en termes de perception, en termes de sensation. Et là, je parle de quelque chose qui peut arriver dans les affaires, hein, parce que tu parles des athlètes, mais c'est vrai que ça arrive aussi dans des moments, dans des rendez-vous avec des gros enjeux, des moments inattendus. Voilà, c'est un exemple donc, que je peux citer rapidement pour illustrer ça. C'est un moment en fait, donc quand j'avais ma première boîte, une agence, on se rendait à un gros salon professionnel pour présenter un gros projet à l'ensemble de l'équipe marketing, donc une dizaine de personnes. Ça devait se passer dans une salle, une réunion de 2 heures, et de leur côté ils étaient 10, nous on arrivait, on était 6, enfin t'imagines le truc quoi. Bon, sur un gros salon, on arrive, et là on apprend qu'en fait la salle qui était prévue, elle a été prise par en fait un gros boss qui venait des US et qui a préempté la salle, et c'était pas possible d'aller dans une salle. Cette présentation qu'on avait préparée pour pouvoir être déroulée assis dans une pièce avec un projecteur, eh ben, on l'a faite, on s'est assis tous en tailleur en cercle. Donc, eux, ils étaient 10, nous, on était 6. 16 personnes assises en cercle en tailleur au milieu d'un salon professionnel. D'accord? On a pitché notre gros projet, machin. Comme ça, top of mind. On n'a pas sorti un slide. On les a envoyés après, les slides. Mais là, il n'y avait pas d'écran. Voilà. Et on a tout fait comme ça. Et l'urgence du moment, le côté inattendu nous a tellement mis en énergie, nous a tellement galvanisé, notre équipe à nous, hein, voilà, qu'on a su chacun assurer sa partie. Moi, j'étais plus en orchestration, tu vois. Ok, et je relance, et je suis attentif aux réactions du client, etc., etc. Le client, dans son rôle, comprenant aussi que c'était pas facile pour nous de le faire comme ça, donc aussi particulièrement attentif. Et là, il y a eu un moment qui était complètement inédit pour moi. J'avais jamais vécu ça comme ça. Où je me sentais particulièrement aiguisé, particulièrement dans le moment, particulièrement concentré pour mener à bien ce meeting. Et évidemment, bon, c'est bien passé et tout est bien qui finit bien. Je suis sorti de là, un quart d'heure après, le temps que la pression retombe, j'étais par terre. C'est-à-dire que cet état de flow, il va chercher des ressources. Il va pomper de la ressource. C'est pas gratuit. Mais c'était pour des bonnes raisons, c'était une bonne fatigue. Si tu devais nous donner une définition du mot mental, ça serait laquelle pour toi? Déjà, moi j'aurais commencé par dire ce que pour moi ça n'est pas.
Est-ce que mental, ça désigne un fonctionnement très cérébral en mode contrôle de tout? Non. Est-ce que mental fort, c'est réussir à vouloir? Non. Est-ce que un mental, c'est penser à comment mieux penser? Non. Donc pour en revenir à ce que c'est pour moi le mental, c'est une conséquence. Le mental, pour moi, c'est une sorte de péage, d'assembleur qui assemble comme un Lego, voilà, de différents flux, différents signaux qui viennent de différentes parties de nous-mêmes. Donc concrètement, c'est quoi? C'est pour moi le mental, c'est un chef d'orchestre des ressources. C'est-à-dire, plutôt que de dire le mental, c'est quelque chose qui va instituer une vérité et qui va vouloir nous forcer à nous emmener vers ce qu'on a prédéfini au départ, c'est aller déjà chercher dans les ressources que sont nos capacités physiques, émotionnelles, intellectuelles et énergétiques. Et les ressources, elles sont orchestrées en fonction des signaux qu'elles envoient et qu'on écoute. Alors pourquoi? Parce que selon les jours, évidemment, on n'a pas forcément la même forme physique, on n'est pas toujours dans un état émotionnel très stable ou très simple, voilà. Il y a plein de choses qu'on choisit pas. Et donc, faut composer avec tout ça. Donc, pour moi, une première étape, c'est OK, on écoute. C'est qu'est-ce qui vient? Voilà. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à ça? D'accord. Et ensuite de ça, de quoi je vais avoir besoin, effectivement, comme ressource complémentaire pour me sentir à l'aise, en confiance avec ce que je dois faire. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis plus dans un travail de conception, préparation, je dois écrire de la doc? Est-ce que je dois préparer un rendez-vous avec un gros enjeu? Est-ce que je dois préparer une intervention dans un podcast consacré au mental? Voilà, il y a des enjeux différents, des moments différents. Et donc, puisque je dis que le mental arrive comme chef d'orchestre de ces différentes ressources, moi j'ai envie de poser la question aussi par rapport à ça, c'est comment on organise une écologie personnelle de ces capacités spécifiques. Voilà, parce que on a aussi des fonctionnements qui sont différents. Il y a des gens qui savent capitaliser dans un cadre business sur une énergie physique. Il y a des gens qui savent voilà, composer avec une nature plus émotionnelle en principal, hein, voilà, etc., etc. Puisque c'est nos, comment dire, voilà, c'est ces circuits-là de fonctionnement, c'est cette écologie-là personnelle de nos ressources qui préconditionnent nos décisions. Et là, je fais le lien entre le mental et ce pourquoi on le mobilise dans un cadre business, et pas que d'ailleurs. Puisqu'en fait, notre métier, c'est quoi? C'est de prendre des décisions, quand on est dans l'économie du cognitif. Voilà, bon, ce qui est mon cas. Notre métier, c'est de prendre des décisions. Et là, je vais me permettre une citation qui est pour moi très structurante, qui vient d'un monsieur qui s'appelle Laurent Bibard, professeur à l'ESSEC et qui est aussi à la chaire Edgar Morin de la pensée complexe, et qui dit que la qualité d'une décision se mesure par l'état dans lequel on se trouve quand on la prend. Quand j'ai entendu ça a été hyper éclairant. Qu'est-ce qui fait qu'une décision est une bonne décision? Alors, on a sourcé les informations, machin. On a pris des avis, bien sûr. On essaye d'anticiper les conséquences. Ok, mais en fait, quand on prend une décision avec un enjeu, qu'est-ce qui fait qu'en fait qu'est-ce qui fait que c'est une bonne décision? Bah, en fait, ce qui se fait qu'une décision est une bonne décision, c'est une décision qu'on va être capable d'assumer, justement, dans son sillage et dans ses conséquences. Et pour qu'on soit capable de bien l'assumer, cette décision, bah, ça veut dire qu'en fait, au moment où on la prend, faut qu'on se sente bien avec le fait de la prendre. Donc, ça veut dire concrètement, pour illustrer ça, si à un moment de prendre une décision dans un domaine pro ou perso, vous sentez un pincement, il y a un truc, signal du corps, hein, émotionnel aussi, il y a un signal qui vient qui dit ouais, je sais pas, attends, faut voir, repenser. Ok, on laisse passer une nuit, tu vois. Voilà, on se contraint pas à prendre des décisions, à forcer justement son mental pour dire ouais bon allez fais voir, bon allez ouais ça se trouve c'est pas mal, allez laisse passer une nuit, laisse passer une demi-journée, tu vois, et prends cette décision au moment où tu te sens bien de la prendre. C'est simple, hein, moi j'aime bien. Et en fait, pour dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je parle comme ça sur le sujet, c'est parce que moi, j'ai eu un fonctionnement pendant longtemps très très cérébral.
mais tellement, enfin, tu vois, je me perdais dans des méandres pas possibles. Je compliquais beaucoup les choses, tu vois. Mais parce que ce faisant, j'avais l'impression de faire les choses avec sérieux. C'est compliqué, donc c'est sérieux, tu vois. Voilà. Et puis, et je me suis rendu compte que, en fait, de toute façon, on pouvait jamais prévoir tout ce qui allait arriver suite à une prise de décision. Déjà, donc c'est aussi comme ça que je me suis mis à investiguer justement tous ces sujets de soft skills, de qu'est-ce qui fait qu'on prend une décision comme on la prend, etc., etc. Et aujourd'hui, je kiffe de tendre vers une certaine simplicité. Pas le cas tous les jours, hein, bien sûr. Je tends vers ça. Voilà. Essayez la simplicité, vous allez voir, c'est super. Je pense qu'il y a aussi en France, peut-être plus que dans d'autres pays, une culture de la justification. Il faut beaucoup justifier les choses. Alors, c'est normal qu'il y ait une partie de justification, évidemment. On ne propose pas de lancer des projets sur la base de la pensée magique, on est bien d'accord. Mais, alors, la surjustification, ça, c'est un truc assez français, tu vois. Le truc livresque. Un projet, faut qu'il y ait 80 slides, tu vois, avec des stats, des machins. Faut montrer que c'est sérieux, tu vois, c'est sérieux, tu vois. Puis, excusez-moi, je vais utiliser ce terme-là, pour que ça soit crédible, limite, faut que ça soit un peu chiant, tu vois, parce que ça fait bien, tu vois. Ah ouais, d'accord, et tout, machin. Ouais, mais enfin, c'est pas tes 80 slides de statistiques, certes extrêmement crédibles, qui vont faire le projet quand j'aurai signé. Voilà. En France, il y a un truc, hein. On est en train d'en sortir. Voilà. Aussi du fait que y a beaucoup de codes aujourd'hui dans les affaires qui sont importés directement de pratiques américaines et notamment de la Silicon Valley. Bon, pas toujours pour le mieux, mais enfin effectivement, parlant d'action et de simplicité dans l'action, effectivement, c'est quelque chose qui a un peu rafraîchi certaines pratiques en termes d'affaires, je dirais, en France. Et même dans des milieux communication, marketing d'où je viens, hein, même dans ces milieux-là, hein, oser la simplicité. Comment s'est construit ta confiance en toi ? Alors, je l'ai construite avec le temps, même si j'ai longtemps confondu cette confiance avec ce que je pratiquais, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui était une audace un peu risque-tout. Mais c'était cette audace risque-tout, finalement, me venait plus d'un côté un peu téméraire, voire goût du jeu, on va dire, qu'une réelle confiance, quelque part. Donc non, la confiance, c'est quelque chose qui m'a pris du temps à construire. Et un grand tournant pour moi là-dedans, ça a été le jour où j'ai compris que avant d'aller chercher des validations dans les yeux et les paroles des autres, je pouvais commencer par m'auto-valider. Voilà. Et que la validation que je m'accorde vient de manière justement inconditionnelle et non pas d'un ensemble d'actions que j'aurais accomplies et pas un palmarès. Bien sûr que je suis content quand j'ai des choses à dire, des business cases à montrer, mais d'abord et avant tout, la confiance, elle me vient du fait que je suis à l'aise avec qui je suis, voilà, et comme je suis, et que ensuite de ça, effectivement, je vais pouvoir réaliser des choses, certaines qui cartonnent, d'autres qui cartonnent pas, voilà. Mais couper la dépendance, je dirais, entre la confiance que je peux éprouver en moi, voilà, la confiance en moi, et c'est le fait que cette confiance vienne de réalisation, donc de choses qui sont extérieures à moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps pratiqué, c'est-à-dire vouloir réaliser des projets d'excellence, des business cases d'excellence pour recevoir voilà, des félicitations, des machins, et puis de là en tirer une confiance. Mais cette confiance-là, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on est dépendant de quelqu'un d'autre pour se l'approprier. Et donc je pense que ça peut pas se passer comme ça. Donc ça a été un long chemin en fait. Aujourd'hui, ce à quoi je suis arrivé, c'est de me sentir a priori en confiance avec ce qui va se passer. Et de ce fait, de me mettre dans une position d'accueil de ce qui va venir de la part de l'autre personne, sans forcément savoir à l'avance ce qui va venir. Ok. Et c'est comme ça qu'on va bien fonctionner ensemble. Et si on parle de sujet pro, c'est comme ça qu'on va bien travailler ensemble. Voilà, disons-nous les choses simplement. Et sachons nous expliquer les conditions dans lesquelles on va bosser à notre meilleur. Voilà, c'est un truc que j'ai appris à faire moi. Et voilà, moi pour
pour me sentir à l'aise et d'être à 200% dans une interaction et donc dans un projet, et ben moi j'ai besoin de ça. J'aime bien ça. Et puis ça peut me faire poser des questions. Donc ce faisant, en fait, je donne des clés tout de suite aux gens avec qui je peux être en interaction. Donc ça leur rend service parce qu'ils ont le mode d'emploi, en fait. Tu vois, en retour de quoi on peut avoir une discussion qui va dans l'autre sens où les autres parties prenantes vont dire bah moi j'ai besoin de ça, j'aime bosser comme ça. Et ça, j'aime pas trop. Et là, on dessine un périmètre commun et on met au point ensemble ce qui va être les guidelines, pour prendre un mot en anglais. J'ai pas envie de dire règles de fonctionnement parce que ça fait un peu rigide, ça fait un peu règlement intérieur. C'est pas l'idée non plus, mais au moins qu'on partage nos repères respectifs et que de ce fait, on se sente tous à l'aise d'investir ce périmètre commun. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, pour ça, et donc, dans le cas du rapport à l'autre, moi, c'est-à-dire que je cultive un goût pour la relation. Voilà, je dis a priori, je kiffe la relation. Et puis après, bah, c'est en fonction des affinités. Et la relation, elle s'approfondit pas. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait une relation dynamique, constructive et mutuellement enrichissante, ça peut être déjà un gros kiff. Voilà, et c'est quelque chose que j'aime bien partager. Et en général, les gens, ils aiment bien. On disait tout à l'heure, on disait osons la simplicité. Ben, en fait, moi, il y a un truc que j'ai à évoquer très très vite dans le cadre de premières discussions avec des gens, au bout de 5 à 15 minutes. C'est d'en arriver au moment où je vais pouvoir dire, mais ok, mais là, par rapport à ce qu'on doit faire ensemble, par rapport à ce que tu veux faire, c'est quoi ton kiff? Tu vois? C'est quoi votre kiff? Bon. S'il faut tourner encore autrement, où est-ce que sera votre satisfaction? D'où elle viendra votre satisfaction? Bien sûr, on va s'envoyer des PowerPoint, on va s'envoyer des trucs. D'accord, mais le kiff, il est où là-dedans, là? Tu vois? Bah ouais, c'est quand on kiffe ensemble, en conscience de faire ce qu'on fait, qu'on est dans notre meilleur. C'est quoi tes trucs pour te motiver? Qu'est-ce qui va motiver? Qu'est-ce qui va stimuler? Qu'est-ce qui va nourrir la confiance mutuelle? Voilà, si on parle d'énergie, je parlais tout à l'heure des différentes ressources qui viennent du corps physique, émotionnel, intellectuel, énergétique. Quand on est dans le plaisir à faire ce qu'on fait, et ben cette énergie se mobilise simplement. Et de mobiliser de l'énergie n'est pas forcément de ce fait synonyme d'une fatigue, d'une contrainte. On peut avoir une bonne fatigue après un gros effort, mais c'est pas la contrainte. C'est pas se forcer. Bien sûr, de temps en temps, il faut faire des trucs. Bon. Faut passer par là et on n'est pas obligé d'être fan. Mais quand on est dans le plaisir à faire ce qu'on fait et quand c'est un plaisir partagé dans l'interaction, alors je dirais que les ressources se mobilisent d'elles-mêmes de manière vertueuse, voilà, et on ressent très peu le poids de la contrainte. Comment tu fais pour gérer ton stress ? Alors déjà, parlons de stress, moi je trouve que un petit peu de stress, ça peut être sain. Puisque ça permet de déguiser un peu le côté focus. Voilà. Il y a eu quelques fois où je me disais que j'avais suffisamment compris le métier pour pas avoir à stresser, et c'est comme ça que j'ai fait mes plus beaux foirages. Donc, un petit peu de stress, ça peut être ça. Après, c'est quand ça devient envahissant et que ça bouffe, et qu'on n'est plus, et qu'on n'est plus très clair. Là, effectivement, il y a quelque chose à gérer. Alors, de là, déjà, plusieurs choses. Côté intellectuel, s'il y a un stress, donc c'est qu'il y a un problème. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que ce problème, qu'est-ce qui fait que cette situation me semble être un problème? Pourquoi c'est un problème, en fait? Est-ce que ce qui m'apparaît être un problème, est-ce que c'est le vrai problème? Ou est-ce que c'est simplement le symptôme de quelque chose qui est ailleurs? Tu vois? Donc, envisager le truc avec cet angle comme ça intellectuel, juste pour être au point. Et puis ensuite, je fais aussi le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le travail au quotidien d'une écologie personnelle de ses ressources. Moi, il y a quelque chose qui me fait beaucoup de bien. C'est aussi une pratique très régulière du sport.
parce que j'ai un certain tonus physique et que mon corps est très content quand je lui permets d'exprimer ce tonus-là. Voilà, pour prendre une formule comme ça, j'aime bien l'idée de me sentir bien dans mon corps. Et ça peut m'aider beaucoup. Et puis sur un autre plan, je dirais, il y a quelque chose qui m'aide aussi beaucoup, c'est que je suis praticien Reiki. Alors le Reiki, c'est une méditation énergétique japonaise, on va dire. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup justement pour harmoniser mes énergies émotionnelles, intellectuelles, physiques, etc. Donc, harmoniser, c'est pas contrôler, c'est pas essayer de tasser ce qui vient, c'est se sentir à l'aise avec ce qui vient justement pour se dire à un moment, ok, j'ai capté tous les signaux et donc maintenant, qu'est-ce que je fais en fait? Voilà, pour boucler avec la question de départ, gérer le stress. Ok, je suis pas dans le déni du truc, j'essaye pas de lutter contre le stress, je l'accueille, voilà. Qu'est-ce qu'il veut me dire ce stress? Et de là, c'est quoi la réponse que je peux apporter? C'est important de pouvoir bien identifier ce qu'on ressent dans son corps pour ensuite identifier si c'est vraiment un stress qui est utile ou un stress qui est inutile. Dernière question pour venir au bout de cet épisode, c'est la fameuse question qui est en lien avec il ne faut rien lâcher pour pouvoir avoir une force mentale. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, si on prend ça comme une forme de mantra galvanisant, tu vois, dans une équipe qui est dans un challenge et tout, ok. Après, moi, ça me permet de parler de la différence entre la persévérance et l'obstination. Si ne rien lâcher, on lâche rien, c'est s'encourager à persévérer, parce que parfois dans des projets, des situations challengeantes, il faut s'accrocher effectivement. Par contre, je serais vigilant sur l'obstination, c'est-à-dire s'entêter malgré tout à vouloir dérouler un projet comme on voulait le faire depuis le départ, alors même qu'arrivent des situations, des signaux qui nous disent que faut peut-être un peu réévaluer la situation. Donc ouais, ok, bien sûr, un objectif, ce qui est un horizon en fait, qui est à atteindre. Parfois, on suit le plan tel qu'on l'avait envisagé et c'est très bien. Et parfois, il faut être capable, je pense, d'être créatif en cours de route sur les moyens à mobiliser pour y arriver. Ok, parfois c'est business as usual et parfois faut défricher de nouvelles pistes. Donc, on lâche rien, ouais. Tant que c'est pas, je dirais, tant que ça se traduit pas dans des œillères qui en fait pourraient amener d'autres problèmes, justement du fait qu'on n'a pas été attentif à ce qui se passe. Donc persévérance, oui. Obstination, non. Ok. Écoute, Florian, merci beaucoup pour tout ce temps passé à répondre aux questions du podcast Parlons de votre mental. C'était hyper intéressant et enrichissant de pouvoir échanger avec toi. Pour clôturer le podcast, j'ai la tradition de laisser la parole à l'invité pour venir lâcher le dernier mot sur quelque chose qui lui tient à cœur. Et écoute, je te laisse la parole. Si tu as quelque chose qui te tient à cœur de dire aux auditeurs, c'est le moment et après on se dira au revoir. Ok, merci beaucoup. Alors pour conclure, moi je dirais tout d'abord que plutôt que de parler tout le temps de sortir de sa zone de confort, qu'en fait on identifie bien sa zone de plaisir, sa zone de kiff, sa zone de satisfaction, et qu'à partir de là on comprenne ce qui nourrit ce plaisir. Voilà, puisque c'est pas le même évidemment chez chacune et chez chacun. Alors pour ça, quelque chose qui peut être très simple et très ludique et très fructueux, c'est qu'au moment d'enclencher une action dans votre business, vous pouvez vous poser la question pourquoi 5 fois de suite par rapport à une décision, par rapport à une situation. Vous pouvez essayer aussi avec vos collègues, avec vos associés, vos collaborateurs, pour comprendre en fait pourquoi on fait ce qu'on fait comme on le fait. Tiens, on a envie de faire ça. Pourquoi on a envie de faire ça? 5 fois de suite, pourquoi? C'est
hyper marrant à faire et ça peut être très très étonnant dans ce que ça amène. Et donc, au final, et puis en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez faire chaque jour, pour entretenir cette écologie personnelle, pour identifier, explorer et développer vos skills en dehors des moments où il faut répondre à l'urgence de l'agenda. Donc, faites-vous ce cadeau, parce que si on regarde ça avec un angle pro, c'est un investissement très très utile. Le retour sur investissement, c'est du x100. Super. Bah écoute, merci beaucoup Florian. Merci. Et bah écoute, bonne rentrée, bonne comment dire, qu'est-ce que je pourrais te dire, bonne suite dans tous tes projets que tu mènes, et puis je te dis à très bientôt, certainement sur Paris, pour se rencontrer physiquement. Avec grand plaisir, et bravo Sébastien, et merci pour ce beau travail que tu fais avec ce podcast. Bah écoute, merci beaucoup pour tes encouragements, ça me va droit au cœur, ça fait plaisir. Et puis du coup, j'en profite pour laisser ce petit mot. N'hésitez pas à laisser un avis et quelques étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça permet en tout cas de rendre le podcast visible et du coup de le partager au plus grand nombre. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, salut Sébastien. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.